Les naturels et les dopés peuvent-ils s'entraîner de la même manière? Pas forcément. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, tout le monde lisait les magazines de musculation et copiait les entraînements des pros. Ah, bien ignorant qu'on était, on pensait qu'en faisant la même chose qu'eux, on aurait le même physique. Alors déjà, sans leur génétique, leur éthique et les produits, c'est mort. Mais en plus, si on s'amuse à copier leur programme, on risque de ne même pas avoir les meilleurs résultats naturels. Et c'est quelque chose qui est également un fléau de nos jours dans les temps modernes. Quel est le critère principal pour qu'une personne embauche un coach? Son physique. Certains l'ont eu un peu en faisant n'importe quoi, en se dopant. Sauf que quand on est naturel, c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus, surtout, de préparation et de minutie. On peut pas s'amuser à faire n'importe quoi à moins d'avoir une super génétique. Mais si vous êtes sous stéroïdes et que vous regardez cette vidéo, il y a également une manière de s'entraîner qui pourra être plus efficace pour vous. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Et aujourd'hui, nous allons voir physiologiquement, scientifiquement, quelles sont les différences entre les athlètes sous stéroïdes et les athlètes naturels et du coup, comment optimiser votre entraînement idéalement. On va tout d'abord commencer par le cortisol, la fameuse hormone du stress. Celle-ci est très importante pour gagner du muscle et pour l'entraînement. Lorsqu'on va soulever des poids et surtout lorsque ça devient difficile, notre taux de cortisol va augmenter. Et une de ses fonctions va être de convertir la noradrénaline en adrénaline. Ça nous servait dans les temps anciens par exemple à s'enfuir ou à combattre un tigre qui voulait nous dévorer. Ça va augmenter notre force physique, la vitesse de contraction de nos muscles, nos réflexes, notre palpitation cardiaque. Bref, c'est grâce au cortisol qu'on peut pousser plus loin, plus lourd, aller vraiment à l'échec ou au-delà. Donc c'est utile pour gagner du muscle. Le problème, c'est d'en avoir trop, car une de ses fonctions va être également de mobiliser l'énergie. En gros, ça va détruire les ressources de notre corps pour aller la trouver. Si c'est du gras ou des glucides, ça ne nous dérange pas, mais si ça devient des protéines, par exemple, qu'on a vraiment beaucoup de cortisol, là, c'est moins cool. Et le problème de nos jours, c'est que nos niveaux de cortisol sont déjà élevés de base. Beaucoup de stress dans nos vies. Tout est régi par l'heure, des rendez-vous, des choses à faire, les enfants, les transports, le travail, nos collègues qui nous cassent la tête, les factures. L'humain normal a déjà des niveaux de cortisol très élevés. Donc, si vous les faites exploser avec un entraînement trop intense, trop long peut-être, ça risque d'être compliqué pour vous de progresser et peut-être même que vous allez aller dans l'autre sens et régresser. Quand on est sous stéroïdes, on n'a pas ce problème, ou du moins beaucoup moins. Car au niveau cellulaire, la testostérone et donc les androgènes, comme par exemple la testostérone que vous injectez, mais également d'autres stéroïdes anabolisants, vont occuper les mêmes récepteurs des glucocorticoïdes que le cortisol. Ces récepteurs, il y aura des protéines ou des agents, bref, qui vont signaler quelque chose, qui vont s'y coller pour donner leur signal à la cellule. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Si c'est une molécule de testostérone qui s'y colle, elle va plutôt donner comme signal à la cellule de grossir, mais si à l'inverse c'est du cortisol, elle va lui demander de mobiliser l'énergie. Et quand on est sous un anabolisant, on a une tonne de testostérone tout le temps dans notre système qui vont pouvoir occuper ces récepteurs et en laisser moins pour le cortisol. Ils arrivent, ils poussent en premier, ils prennent la place. Et de plus, ces anabolisants vont augmenter la synthèse de protéines à un niveau tel et que ça va compenser et largement dépasser la dégradation des protéines qui, elle, est signalisée par le cortisol. Sans compter que certains stéroïdes eux-mêmes vont directement diminuer la quantité de cortisol qui sera produite par le corps. Par exemple, le dianabol ou l'allotestine. Donc ça fait que les athlètes dopés pourront bien mieux progresser sous situation de stress intense, que ce soit à cause de la vie ou de l'entraînement. Bon, et qu'est-ce qui va augmenter ce stress dans l'entraînement? En premier, il y aura le volume. Le volume, donc, c'est la quantité totale de travail que vous allez effectuer par groupe musculaire ou par exercice dans une séance, mais également dans la semaine. Par exemple, si vous faites un programme haut volume, c'est-à-dire que dans chaque séance, vous allez faire beaucoup de séries, peut-être beaucoup d'exercices par partie du corps. C'est vraiment le numéro uno, c'est celui qui va le plus augmenter le cortisol. En deuxième viendra l'intensité. Et par intensité, c'est pas forcément la charge qu'on va utiliser, mais la difficulté, quoi, le RPE. Est-ce qu'on va à l'échec, voire même au-delà de l'échec, si vous faites des séries de dingue comme ça sur des mouvements polyarticulaires, par exemple des drop sets, des dégressifs au squat, ça va faire envoler le cortisol. En troisième, il y aura le stress psychologique. Oui, c'est plutôt logique. C'est-à-dire si un exercice vous intimide. Par exemple, quand vous approchez de la barre pour faire un maxi au squat, si rien que vous voyez la barre, vous sentez déjà comme un glaçon dans votre cœur, vous avez peur d'y aller, vous êtes intimidé, vraiment, ça va beaucoup faire augmenter vos stress, ce qui est logique. Allez mon gars! Allez! Graille! Tu la grailles! Ouais! C'est après tout la fonction normale du cortisol. Le corps en lui-même, il ne sait pas qu'on fait ça pour progresser à la musculation, devenir plus fort ou quoi. Pour lui, c'est juste une situation de danger et il veut y échapper. En quatrième, ce sera le stress neurologique, donc ça correspond à la complexité. Par exemple, si vous faites des mouvements très difficiles comme l'haltérophilie,
qui demande énormément de technique, de coordination, ça va augmenter le cortisol et également peut-être la complexité de la séance. C'est-à-dire que si vous devez enchaîner plusieurs exercices différents, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts à votre cerveau et à votre corps de passer de l'un à l'autre avec fluidité, avec une bonne technique, coordination. Enfin, on pourra également retrouver la densité, donc c'est la quantité de travail effectuée dans un temps donné. Par exemple, si vous faites 10 séries en 30 minutes, ou si vous faites 30 séries en 30 minutes, avec la même charge, ou du moins la même intensité, vous comprenez que les 30 séries en 30 minutes, ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus stressant pour votre corps. Donc vous comprenez que si vous êtes naturel et que ces 5 variables sont poussées à fond, vous allez exploser. Si vous faites des séances ultra longues, donc avec gros volume, ultra long, plein de séries, ultra intenses, tout à l'échec ou même au-delà de l'échec, et que vous rajoutez beaucoup de densité, donc en peu de temps, vous faites énormément de trucs, voilà, ça va être vraiment très chaud de progresser. Si vous êtes dopé, ça va l'être beaucoup moins. Deuxième point important, et c'est celui qui revient le plus souvent, c'est la récupération, notamment la récupération musculaire. Les stéroïdes vont augmenter vos capacités de récupération. Point. Ça, c'est un facteur qui est très individuel, car on prend deux naturels, il y en a un qui peut récupérer beaucoup plus vite pour le même travail qu'une autre personne. Ça va l'augmenter. Pas pour autant que, par exemple, si vous étiez quelqu'un qui avait très peu de tolérance au volume en étant naturel, vous allez vous doper, vous allez pouvoir soutenir un volume infini. Non, ça va juste l'améliorer. Il y a certains naturels qui ont des génétiques incroyables, qui peuvent encaisser plus de travail que certains dopés. Comment ça s'explique au niveau musculaire? Eh bien, c'est simple, c'est que quand on va effectuer un entraînement, par exemple, sur les quadriceps, la synthèse des protéines va rester élevée au niveau local sur les quadriceps pendant 36 heures, on va dire, 24 à 36 heures, donc un jour et demi. À l'inverse, quand on est sous anabolisant, c'est élevé 7 jours sur 7, toute la semaine. Ça, c'est très important parce que quand cette synthèse de protéines va rester élevée, le corps est en anabolisme. Il veut construire, préparer nos muscles. Mais après 24-30 heures, les niveaux d'anabolisme vont déjà diminuer et ils vont rejoindre le catabolisme. Donc, c'est la destruction du corps, de nos ressources, justement, pour trouver cette énergie. Et quand on est actif, vous comprenez que c'est beaucoup plus dur de récupérer et reconstruire ce qui a été détruit durant la séance. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est naturel et qu'on a fait une séance quadriceps tellement dure, tellement violente, que en 30 heures, on n'a pas fini de réparer nos quadriceps? Ça va être beaucoup plus dur sur les jours suivants de réparer, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ensuite, l'objectif, c'est quand même faire grossir du muscle. Sauf que si on a infligé un tel châtiment qu'au final, notre quadriceps n'est jamais en anabolisme pour créer des nouvelles fibres, eh ben au final, on progresse pas, tout simplement. C'est pour ça que la récupération est cruciale en musculation. Donc vous l'aurez compris déjà, quelqu'un dopé pourra s'en tirer avec des séances beaucoup plus violentes. Par exemple, le bon vieux bro split à l'ancienne, quand on fait une partie du corps par jour. Mais vraiment, on va le tabasser. Quand on est dopé, c'est moins grave parce que on a les 6 autres jours suivants pour récupérer et reconstruire. Quand on est naturel, voilà, 36 heures, et après ça devient beaucoup plus compliqué. Donc faire des séances moins violentes et un peu plus souvent, donc en augmentant la fréquence, c'est déjà, vous comprenez, plus intéressant pour les naturels. Car on laissera au corps le temps de récupérer, de réparer nos groupes musculaires avant de renchaîner. Car vous comprenez déjà que par exemple, si vous faites 2 fois les quadriceps dans la semaine et que du coup votre synthèse de protéines est élevée 60 heures dans la semaine au lieu de 30, c'est quand même plus longtemps en anabolisme, ce qui est intéressant. Ensuite, les stéroïdes vont également réduire les risques d'overtraining, donc c'est-à-dire le surentraînement. C'est en réalité la fatigue neurologique, car effectivement, les anabolisants ont un énorme impact neurologique. Le muscle, ok, c'est de la viande, un ensemble de fibres musculaires, mais c'est aussi relié au cerveau par un motoneurone, un système neuromusculaire. Il y a toujours les deux qui sont impliqués. Et c'est pour ça que vous voyez par exemple certains athlètes vont prendre des stéroïdes, mais vont pas forcément gagner en muscle, car c'est pas leur objectif, mais ils vont énormément gagner en force. Certains restent dans des catégories de poids basses, ou n'ont tout simplement pas envie de gagner du muscle, parce que par exemple, ce sont des athlètes comme dans le golf ou un autre sport, où ça ne les intéresse pas. Les études l'ont montré à maintes fois, les gains de force sont extrêmement rapides et saisissants avec les stéroïdes, même encore plus que de muscles. Et du coup, cette fatigue neurologique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand il se passe une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques des cellules. Donc on en revient au cortisol. On a dit qu'il aidait à produire plus d'adrénaline. Cette adrénaline va se fixer sur les récepteurs bêta-adrénergiques pour y envoyer l'énergie et qu'on arrive à survivre à la séance. Le problème, c'est qu'à force qu'on envoie de l'adrénaline, les récepteurs, ils deviennent fatigués. Et il faudra qu'ils produisent encore plus d'adrénaline, ou même, ça n'arrivera plus à avoir un effet. Donc on arrive à un moment où ils sont tellement désensibilisés, les récepteurs, qu'on n'a plus ce coup de fouet. On n'a plus ce boost
et l'effet bénéfique de l'adrénaline. C'est ça qui se passe au final, c'est que notre corps n'est plus capable de générer autant de force, générer autant d'énergie, générer autant de concentration. Et les stéroïdes déjà vont retarder fortement ce phénomène. Je parle de la désensibilisation des récepteurs. Mais également, ils vont stimuler les récepteurs de dopamine. La dopamine, donc l'hormone du bonheur, du bien-être, va vraiment donner ce feeling de Superman, de bien-être, de confiance. Et aussi, on sent moins la douleur, on sent moins la fatigue. N'oubliez pas, tout vient du cerveau. C'est pour ça que souvent, quand les personnes prennent des stéroïdes, en plus de sentir comme Superman physiquement, elles le sont mentalement. Beaucoup plus de confiance, de Et donc, on va moins sentir les effets de cette désensibilisation parce qu'on se sent tellement bien. La fatigue neurologique sera retardée et ses effets négatifs également. Et de plus, comme on l'a dit, avec les anabolisants, moins de cortisol, moins de place pour que ceux-ci utilisent leurs signaux et donc moins de fatigue des récepteurs. Maintenant, parlons des tendons. Alors là, par contre, c'est moins cool pour les stéroïdes. Comme on l'a dit, les facteurs neurologiques, donc la force, point de vue cérébral et nerveux, va énormément se développer. Les muscles aussi vont se développer extrêmement vite. Par contre, les tendons, c'est pas le cas. Ils vont se développer beaucoup plus lentement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va gagner très vite de la force. Nos muscles et notre cerveau vont pouvoir tenir le choc. Par contre, les tendons, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on voit autant de bodybuilders se déchirer, notamment les pecs, les biceps, etc. Ils sont devenus tellement forts qu'ils peuvent mettre des poids absurdes, mais malheureusement, leurs tendons, leurs articulations n'ont pas suivi le cap. Ils ne leur ont pas laissé suffisamment de temps pour s'habituer. Mais il y a pire que ça, c'est que les stéroïdes, comme ça a été prouvé scientifiquement, vont créer une dysplasie du collagène. Donc les tendons sont composés majoritairement de fibres de collagène. Sauf que sous l'influx des stéroïdes, lorsque les tendons vont être réparés ou créer des nouvelles fibres de collagène pour s'épaissir, devenir plus forts, etc., les fibres vont être mal alignées. C'est un gloubi-boulga. Le problème, c'est que ça corrompt un peu l'architecture du tendon. Lorsque vous voyez des ponts, par exemple, avec des voitures dessus, les poutres, cet assemblage a été savamment conçu pour que le poids soit réparti correctement sous tout le pont et puisse le soutenir. C'est le même principe avec les tendons. Si les poutres du pont sont mises dans n'importe quel sens, à un moment donné, ça va s'effondrer. D'autant plus que cette dysplasie va augmenter la raideur des tendons. Ils sont moins souples. Déjà que les bodybuilders sont pas souples parce qu'ils ont tellement de masse musculaire qu'à certains mouvements, c'est compliqué de les faire. Alors si en plus vos tendons sont raides, c'est chaud. Tout ça en amène au fait que les pratiquants sous stéroïdes devraient faire vraiment attention avec la charge qu'ils utilisent, beaucoup plus qu'un athlète naturel. Leurs tendons sont moins résistants par rapport à leur force. Là aussi, il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que les personnes naturellement ont des tendons fragiles, comme moi, ou des tendons très résistants. Si vous faites partie des tendons fragiles, il faut y aller tranquillement. Quand vous êtes sous anabolisant, il faut laisser le temps à vos tendons de s'habituer à votre nouvelle force. Pas s'amuser à faire des maxi tout le temps, à mettre ultra lourd, à aller à l'échec. Et c'est pour ça que vous voyez notamment un certain nombre d'athlètes dopés faire des séries beaucoup plus longues, beaucoup plus légères. Déjà de 1, parce que leur corps va pouvoir le soutenir grâce à une meilleure récupération, moins de cortisol, ils peuvent encaisser plus de volume. De 2, parce que mettre plus léger, ça met beaucoup moins de stress sur leurs tendons et leurs articulations. De ce fait, un athlète naturel pourra beaucoup plus se concentrer sur la surcharge progressive et essayer d'augmenter toutes les semaines, tous les mois, battre des records, vraiment driver son hypertrophie grâce à la charge. Pour un athlète dopé, beaucoup moins. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de son message. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de véhiculer de l'information de qualité. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Voilà, je vous embête pas plus. Et enfin, dernier point, on peut voir une différence significative, c'est sur la nutrition. Les anabolisants vont également altérer le métabolisme de ce qu'on mange. Et ouais, ça cause souvent des problèmes car on peut voir des coachs, par exemple dopés, qui vont donner des répartitions de macros qui seraient beaucoup plus efficaces avec des athlètes dopés, mais à des athlètes naturels. Là, le bas blesse. On va commencer par les lipides, donc le gras, qui est en réalité peut-être le macronutriment le plus important du corps humain, du moins quand on est naturel. Et oui, car c'est avec le cholestérol notamment que notre corps va créer nos bonnes hormones, testostérone, œstrogène, etc. Si vous mangez pas assez de lipides, vos niveaux de testostérone, vos niveaux hormonaux tout court, ils vont s'enfoncer dans les abysses. Et Dieu sait déjà qu'en étant naturel, on a rarement, jamais assez, jamais trop de testostérone. Les athlètes sous anabolisants en ont besoin de beaucoup moins. C'est toujours utile pour la santé cardiovasculaire, pour la santé cérébrale, la santé des nerfs. Mais vu que c'est un macro qui, comment dire, est très calorique par rapport à son poids, à sa densité et la taille que ça occupe dans l'estomac, en général, les athlètes dopés vont consommer moins de lipides que les athlètes naturels. Personnellement, je recommande pour les athlètes naturels de jamais aller en dessous de 1 gramme par kilo de poids de corps. Je connais des coachs naturels qui vont un peu plus bas en période de compétition. Ça peut très bien marcher. Ceci dit, n'essayez jamais d'aller en dessous de 0,5, 0,6
grammes de lipides par kilo de poids de corps, ou du moins si vous le faites vraiment sur une période très courte. Moi, je suis à 1 bon gramme, voire plus d'1 gramme, même quand j'étais super sec, ça ne m'a jamais causé de soucis. Au contraire, je me sentais bien et je pense en grande partie que c'est lié à ça. Ensuite, les protéines. Les athlètes sous anabolisants peuvent s'en sortir, voire même pourraient utiliser beaucoup plus de protéines que les athlètes naturels. Les études scientifiques sont faites dans l'extrême majorité des cas sur des athlètes naturels et on a pu observer que la synthèse de protéines maximale, en gros, c'était capé à 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 100 kg, ça fait 160 grammes de protéines. Et dans tous les cas, qu'il n'y aurait pas d'intérêt à dépasser 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc ça fait 220 grammes de protéines si vous faites 100 kg. Ça ne sert à rien d'aller au-delà quand vous êtes naturel. Quand vous êtes dopé, vous avez beaucoup plus de potentiel pour avoir une balance azotée élevée. Votre corps va pouvoir utiliser plus de protéines pour construire des fibres musculaires. Donc il n'est pas rare de voir des diètes pour athlètes dopés avec par exemple 300, parfois même 400 grammes de protéines, comme le recommandait Milos Sarcev, pour aller vraiment chercher loin. Alors vous n'avez pas besoin d'en manger autant, mais c'est vrai que dans la broscience, entre 2 et 4 grammes par kilo de poids de corps, c'est ce qu'on recommande aux athlètes enhanced, n'est-ce pas? Personnellement, je préfère toujours utiliser la caution et augmenter. Je préfère qu'on parte trop bas et qu'on augmente. Commencer à 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines et ensuite augmenter petit à petit pour voir à chaque fois ce qui est le plus efficace pour vous. Ce ne sera pas forcément toujours la peine d'aller si haut parce que ça peut avoir des conséquences quand on en consomme autant sur notre santé. Et enfin, les glucides. Là encore, les athlètes sous anabolisants peuvent et devraient utiliser plus de glucides. Une étude très intéressante a été faite sur des personnes qui ont utilisé des stéroïdes pendant 3 mois et après ils ont arrêté. On a testé leur niveau sanguin après l'arrêt et même 3 mois après l'arrêt. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que après l'arrêt des stéroïdes, leur glycémie à jeun était beaucoup plus haute, leur insuline également, et leur HbA1c, c'est-à-dire que leur marqueur lié à la glycémie, à l'insuline, au sucre, était beaucoup moins bon. Les stéroïdes vous aident à pouvoir utiliser beaucoup plus de glucides sans conséquences, enfin du moins avec moins de conséquences pour votre pancréas et votre santé. Pour les naturels, les glucides sont également très intéressants car ils vont directement stimuler la synthèse de protéines. Ils vont augmenter la mTOR, qui est la voie de signalisation de croissance musculaire, et également l'IGF-1, un analogue de l'hormone de croissance. Les glucides, c'est bien, on ne devrait pas avoir peur si on veut créer le maximum de muscles. Et encore plus si on est dopé. Surtout que certains dopés vont directement consommer de l'insuline ou de l'hormone de croissance qui vont faire que les nutriments vont directement aller dans le muscle et pas forcément être stockés. Donc la différence entre les deux, c'est qu'on pourrait avoir une bonne diète, on va dire une diète classique, mais quand c'est correctement fait, d'athlètes sous anabolisants, beaucoup de protéines, énormément de glucides, mais des fois jusqu'à 1000 grammes, et peu de lipides. Ensuite, une bonne diète pour naturel, on aura une dose assez élevée de protéines, mais voilà, entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps, pas plus. Environ 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides, et le reste, des glucides pour optimiser la création musculaire. Alors ça fait quand même pas mal de différence. Voyons ce qu'il faut en retenir. Quand on est naturel, il faudrait utiliser un entraînement moins stressant de manière générale. C'est-à-dire, a priori, plus de fréquences par partie du corps dans la semaine et moins des séances immenses. Le naturel va également pouvoir bien se concentrer sur la surcharge progressive et l'utiliser comme métrique de ses progrès et de son hypertrophie. Le naturel aura aussi également besoin de plus de périodes de repos, le fameux deload. Justement, pour laisser respirer ces récepteurs bêta-adrénergiques. N'hésitez pas à faire des deloads quand votre corps vous le réclame. Et le naturel devrait faire très attention à diminuer le stress dans sa vie. Peut-être moins travailler, pratiquer du yoga, essayer de bien dormir, prendre du temps pour soi. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant faire un bro split à l'ancienne, c'est nul pour le naturel? Non, je ne le pense pas personnellement. En faire de temps en temps, ça peut être très intéressant quand même. Il faudra faire attention à bien optimiser les variables autour pour pouvoir récupérer correctement. Pour nos amis sous anabolisants, ils pourront s'en sortir et même ils devraient a priori faire plus de volume. Pourquoi? Car le volume, donc la quantité de travail effectué, est le numéro uno du driver de l'hypertrophie. Plus il y a de volume, plus il y a de muscle. Pour eux, le bro split sera une option très efficace s'ils l'apprécient. Ceci dit, partir sur quelque chose avec plus de fréquence pourra également être efficace pour eux. Mais pour d'autres raisons. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive à des niveaux de volume par semaine irréels, par exemple, si vous faites 30 à 40 séries par partie du corps par semaine, 40 séries en une seule séance, vous en avez déjà 20, c'est compliqué de rester concentré dans la séance et toujours bien faire le taf.
Donc séparer pourra aussi être intéressant à ce moment-là. Les dopés devraient plus se concentrer sur le stimulus que vraiment la surcharge progressive et le poids. Ils sont une population plus à risque. Concentrez-vous vraiment sur la technique et le ressenti. Ça aura beaucoup plus de résultats. Pour eux, le stimulus est vraiment la clé. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu concernant l'entraînement sur les naturels ou les dopés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme et toute question est bonne à prendre afin que l'on puisse tous ensemble progresser vers toujours plus de muscles. Allez, à la prochaine!